Pour circuler sur le pont, je pourrais utiliser la voie A, réponse A, la voie B, réponse B, la voie C, réponse C, toutes les voies, réponse D. Si on va dans cette voie-là, on s'engage vers l'estuaire de la Loire. Et donc là, vous voyez, on sort et on ne prend pas le pont. Donc on ne peut pas s'engager sur le pont. S'engager sur le pont, vous avez deux voies possibles. Mais ici, on voit bien que cette voie est barrée. C'est confirmé avec la croix qui est juste au-dessus. Donc la croix vous dit que l'utilisation de cette voie-là est interdite. La flèche nous autorise ici. Donc en fait, il n'y avait qu'une seule réponse possible. C'était la réponse B. Les trottinettes électriques peuvent circuler dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vous donne la règle de base. Si vous circulez en roller, en skateboard ou en trottinette, mais attention, sans moteur, hein, là je vous précise sans moteur, donc pas électrique, dans ces cas-là, vous êtes considéré comme un piéton et vous devez rouler sur le trottoir. Si vous êtes avec un engin de déplacement électrique, donc les trottinettes électriques, les overboards, les gyropodes, les monoroues, tout ce qui est à moteur électrique en fait, là vous devez circuler sur la piste ou la bande cyclable s'il y en a une. Vous n'êtes plus considéré dans ce cas-là comme un piéton. Donc vous circulez s'il y en a une sur la piste ou la bande cyclable, et s'il n'y en a pas, dans ce cas-là vous circulez sur la chaussée avec les autres usagers de la route. Donc comme on peut regarder ici, on voit que là c'est une piste cyclable, les trottinettes électriques peuvent donc l'utiliser. C'était réponse A. Je peux m'engager dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, il ne faut pas se laisser perturber par la voiture qui arrive en face, mais il faut regarder la signalisation. Et là, on nous dit que les voitures sont interdites dans cette rue. Donc, je ne peux pas m'engager. C'était réponse B. Pour tourner à gauche, je peux freiner immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Changer de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il a été créé une voie de stockage pour tourner à gauche. Alors cette voie de stockage, elle est faite dans le but de ne pas gêner la circulation, ou du moins de la gêner le moins possible. L'objectif de ça, donc, c'est de rentrer dedans et de freiner si on peut, une fois qu'on est dedans uniquement. En plus de ça, quand vous observez dans votre rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui est assez proche derrière. Donc si vous freinez maintenant, vous allez la faire ralentir, alors que vous avez toutes les possibilités de le faire à l'intérieur. Donc, est-ce que je peux freiner immédiatement? Non. Est-ce que je peux changer de voie immédiatement? Non, il va falloir attendre que les zébras soient terminés avant de me décaler à gauche pour ensuite tourner à gauche. C'est vrai que dans la réalité, il y en a beaucoup qui circulent dessus, mais c'est interdit. Donc, c'était réponse B et D. Je peux dépasser ce deuxième véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, on peut voir qu'on est en sens unique. Vous avez un rail de sécurité qui sépare les deux chaussées.
Donc on est vraiment en sens unique, personne n'arrivera en face. Ensuite, si vous vous rabattez entre les deux véhicules, vous ne respecterez pas les distances de sécurité parce que là, il n'y a déjà que 2 bandes d'arrêt d'urgence entre les deux. Si vous vous mettez entre ce lot de véhicules, les distances ne seront plus bonnes du tout. En plus de ça, derrière, il n'y a pas de danger particulier, donc pas de danger vers l'avant, pas de danger derrière. Je suis en sens unique, rien ne m'interdit de continuer mon déplacement et de me rabattre un peu plus loin en respectant les distances de sécurité. Donc là, est-ce que je peux dépasser ce deuxième véhicule? Oui, réponse A. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le cartouche est difficilement lisible, mais ça ne nous empêche pas de répondre à la question. Pourquoi? Parce que là, on voit que toutes les directions sont en bleu. Donc, quand le panneau est complètement en bleu comme ça, c'est qu'on est sur l'autoroute. Donc, c'était réponse A. Pour réduire ma consommation, il est préférable dès maintenant de lâcher l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre le point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour réduire sa consommation, il vaut mieux anticiper tout ce qui se passe vers l'avant pour pouvoir justement lâcher l'accélérateur de bonne heure et éviter de freiner. Donc pour lâcher l'accélérateur, c'est oui, je lâche le plus tôt possible. Ensuite, est-ce que je peux mettre le point mort? Surtout pas, parce que dans un premier temps, c'est dangereux, parce que vous n'avez plus de maîtrise sur le moteur. Si vous avez besoin de relancer, vous ne pouvez pas, et vous n'avez plus de frein moteur non plus. Donc ça, c'est pas prudent. En plus de ça, vous continuez à consommer sur les voitures récentes, vous continuez à consommer même si vous êtes au point mort, puisque il faut que le moteur tourne. Donc pour ça, il faut l'alimenter. Alors que si vous utilisez votre frein moteur, ça s'appelle la coupure d'alimentation en poussée, eh bien là, vous allez consommer 0 litre au 100. Donc le frein moteur, c'est quoi? C'est que vous lâchez l'accélérateur uniquement et vous laissez la voiture ralentir progressivement avec l'aide du moteur. Et en fait, ce sont les roues, pour simplifier, ce sont les roues qui vont continuer à faire tourner le moteur. Donc il n'y aura plus besoin de carburant pour que le moteur tourne. Et vous consommez 0 litre au 100. Donc le plus économique, c'est d'utiliser le frein moteur et pas le point mort. En plus de ça, c'est plus dangereux. Donc là, c'était réponse A et D. Je peux charger mon véhicule électrique sous la pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est à condition d'utiliser uniquement l'équipement qui est fourni avec. Les véhicules électriques, ils ont été conçus de manière à résister aux intempéries. Donc, toutes les chars qui sont à l'extérieur comme ça, c'est possible de les utiliser même lorsqu'il pleut. Parce que tout le câble n'est pas correctement lié à la prise, hein, donc à l'intérieur, tant que c'est pas bien enfoncé, le courant ne passe pas. Et lorsque le pistolet là est bien emboîté, le système forme un ensemble qui est complètement étanche et donc ça reste sécurisé. Et en plus de ça, il y a une sorte de calculateur électronique qui détecte s'il y a un court-circuit à cause de l'humidité et normalement, ça ne devrait pas se déclencher. C'est pour ça que ça coûte bien plus cher d'utiliser les bornes électriques que les bornes chez soi à la maison qui sont à l'abri. Donc là, c'était réponse A. À la fin de cette bande cyclable, les cyclistes seront prioritaires. Vraie réponse A, faux réponse B. On nous dit qu'il y a une fin de bande cyclable, donc une fin de bande réservée aux cyclistes, hein. Ordinairement, le cycliste est prioritaire quand il sort de sa bande. Mais là, il y a un panneau qui est donc justement à l'intention des cyclistes. On voit un panneau céder le passage
avec juste en dessous le panonceau qui nous annonce que c'est pour les cyclistes. Donc, les cyclistes doivent céder le passage, ce qui fait que, exceptionnellement, ils doivent laisser passer les autres véhicules. Donc, est-ce que les cyclistes seront prioritaires? Faux. Réponse B. Dans cette rue, je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On a une bande stop ici qui fait toute la largeur de la rue. Donc je ne peux pas, moi, rentrer dedans. C'est un sens interdit. J'aurais dû tourner avant, en fait. Si on revient en arrière, il y avait une voie justement ici pour que je puisse tourner à droite. Donc j'aurais dû me serrer à droite pour tourner à droite ensuite. Donc, est-ce que je peux tourner à droite dans cette rue? C'est non, réponse B. À 80 km/h, la distance de sécurité est suffisante? Réponse A. Insuffisante? Réponse B. Ici, nous sommes dans un tunnel et nous pouvons voir un panneau sur notre droite qui nous informe d'un intervalle de sécurité minimum obligatoire entre les deux voitures de 100 mètres. À une petite précision, ce panneau-là, c'est à l'arrêt et en circulation. En fait, à n'importe quelle allure, que vous soyez arrêté ou en circulation. Alors, comment savoir si j'ai mes 100 mètres? Eh bien, il y a une astuce à savoir, et ça, vous devez vraiment le noter. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, vraiment, parce que ça va vous aider dans beaucoup de questions. Il faut qu'il y ait au minimum 2 bandes d'arrêt d'urgence. Je m'explique. Une bande d'arrêt d'urgence, là, ça fait à peu près 39 mètres. L'intervalle fait 13 mètres. Donc de nouveau 39 mètres, et puis il y a encore un intervalle, ce qui est l'idéal. En fait, en résumé, et ça vous devez vraiment le savoir, je vous le dessine, cette distance-là, les 2 bandes d'arrêt d'urgence, ça vous fait un minimum de un peu plus que 90 mètres, mais on va arrondir à 90 mètres, ça vous fait 90 mètres d'intervalle. Donc comme il y a encore un petit intervalle ici, là, à le rajouter, ben vous avez sans problème vos 100 mètres. Donc, la réponse, distance de sécurité, là, ici, est suffisante, puisque vous avez bien vos 2 bandes d'arrêt d'urgence pour respecter les 100 mètres. Réponse A. Je commence à ressentir des raideurs dans la nuque. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Je m'arrête sur la prochaine aire de repos. Réponse B. J'allume les feux de détresse de mon véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les raideurs dans la nuque, c'est un des symptômes de fatigue, comme le picotement des yeux, les jambes qui s'engourdissent un petit peu, la nuque, les épaules, le dos qui se raidissent un petit peu aussi, il n'y a pas forcément que la nuque. Tout ça, ce sont des symptômes de fatigue. Donc pour ça, il faut s'arrêter sur la prochaine aire de repos. Pas sur une bande d'arrêt d'urgence, elle n'est pas faite pour ça, et c'est dangereux de rester sur une bande d'arrêt d'urgence, sachant que il y a des aires de repos à peu près toutes les 10 minutes sur autoroute. Donc on peut se permettre d'attendre un petit peu, 10 minutes, pour aller jusqu'à la prochaine aire de repos. Est-ce que j'allume mes feux de détresse? Eh bien non, je n'allume pas les feux de détresse parce que ça pourrait induire en erreur les autres usagers. Ils pourraient croire qu'il y a un ralentissement, un accident ou une panne. D'accord? Donc là, c'était la réponse B et D. Cette voiture est en feu de route et elle m'éblouit. Je fais 1 ou 2 appels de phare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je porte mon regard vers la droite.
réponse C. Vers l'accotement droit, réponse D. Alors le conducteur de la voiture là qui arrive en face, il a ses feux de route, donc c'est gênant. Donc pour l'inciter à revenir en feu de croisement, je peux lui faire un ou deux appels pour qu'il revienne en feu de croisement parce qu'il faut pas que je reste ébloui comme ça, c'est dangereux. Et pour limiter l'éblouissement, je regarde l'accotement droit. Et surtout pas cette voiture. Ça me permettra aussi de détecter s'il y a un danger, s'il y a quelque chose sur le bord droit, un piéton, un cycliste. Donc évidemment, il faut aussi ralentir, sans oublier de ralentir. Donc là, c'était réponse A et D. J'augmente ma distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, nous sommes sur l'autoroute, donc normalement, je suis censé circuler à 130 km/h. Donc, 2 bandes d'arrêt d'urgence, d'intervalle, pour avoir mes distances de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, j'augmente ma distance de sécurité. Oui, réponse A. Je ne dépasse pas. Réponse A. Je chevauche la ligne blanche. Réponse B. Je franchis totalement la ligne blanche. Réponse C. La loi a évolué par rapport au dépassement des 2 roues. Maintenant, on est autorisé à chevaucher la bande blanche. Donc, il faut bien faire la distinction entre chevauchement et franchissement. Chevauchement, ça veut dire que là, vous avez votre voiture qui est à cheval sur la bande blanche, d'accord ? 2 roues d'un côté et 2 roues de l'autre côté. Ok ? Le franchissement, là, c'est carrément l'inverse. C'est votre voiture qui est complètement de l'autre côté de votre bande blanche. Donc là, c'est chevauchement et là, c'est franchissement. Lorsqu'on dépasse un 2 roues, hors agglomération, on doit laisser un espace de 1,50 m hors agglomération. On ne peut pas faire autrement que de chevaucher la bande continue qui est ici. Donc là, on a le droit de chevaucher uniquement, donc c'est réponse B. Je suis autorisé à conduire si mes lunettes me permettent d'atteindre 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'acuité visuelle minimale pour l'obtention du permis B est de 5 dixièmes. Pour l'ensemble des 2 yeux, c'est-à-dire avec les 2 yeux ouverts. Pour rappel, si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre doit avoir au minimum 5 dixièmes. Donc là, c'était réponse A. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne pour que les piétons s'écartent sur le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans les zones de rencontre, tout type d'usager peut y circuler. Il peut y avoir des piétons. Ils sont pas obligés d'utiliser les trottoirs. Ils peuvent circuler où ils veulent. Les cyclistes peuvent aussi arriver en contresens de circulation. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En fait, ici, c'est une priorité aux usagers fragiles. Donc, je n'ai donc pas à klaxonner non plus. Donc, la vitesse dans ce genre d'endroit est limitée à 20 km/h. Donc, réponse A et D. La distance de freinage est allongée par des amortisseurs usés. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Alors, un amortisseur, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une sorte de ressort que vous avez ici, là, hein, derrière. On imagine, hein, derrière, là, vous avez un petit ressort qui est là. À quoi il sert ce ressort? Je l'ai simplifié, hein, parce qu'il y a aussi un amortisseur au centre, mais bon, je l'ai simplifié. Là, vous avez un amortisseur. Il permet à la roue d'être toujours en contact avec le sol. Donc, il évite que la roue rebondisse, en fait. Donc, il presse votre roue au sol, ok? Et puis il évite quand vous avez une bosse que la roue aussi ne remonte de trop vers le haut. Donc grâce à ces deux actions-là, que ça évite que ça remonte trop et que ça le presse au sol, le pneu est toujours en contact avec le sol. D'accord? Si votre amortisseur là est usé, eh ben votre roue, elle va rebondir. Et un coup, elle touchera le sol, un coup, elle touchera pas. Et au moment où elle touchera pas le sol, bah, si vous freinez, bah, la voiture, elle freinera pas parce qu'elle touche pas le sol. Donc, ça ralentit pas votre voiture. Ce qui fait que votre distance de freinage, elle va être allongée. Donc, c'est important d'avoir des amortisseurs en bon état. Donc là, la distance de freinage est allongée par des amortisseurs usés. Oui, réponse A. Mon véhicule est situé sur une voie d'accélération. Réponse A. Sur une voie de décélération. Réponse B. Alors ici, on voit qu'on est sur des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On nous indique qu'il y a un cédé-le-passage. On voit qu'il y a de la circulation dans le rétroviseur à l'arrière. Et puis on voit la confirmation du cédé-le-passage ici avec la route qui se rétrécit ici. Donc on est là sur une voie où ça circule très fort et très vite. Donc on n'aura jamais ni un stop ni un cédé-le-passage ici où on devra s'arrêter et puis s'insérer au dernier moment. Non, il va falloir lancer notre véhicule et une fois qu'on aura à peu près la même allure que les autres, là on pourra s'insérer sans gêner et sans faire ralentir la circulation pour éviter tout risque d'accident. Donc là, bah, ça sera une voie d'accélération pour pouvoir aller à la même allure que les autres pour ensuite m'insérer. Donc réponse A. Dans cette situation, il est préférable de klaxonner pour que le piéton monte sur le trottoir. Réponse A. D'essayer de changer de voie. Réponse B. Alors, est-ce qu'il est préférable de klaxonner pour que le piéton monte sur le trottoir? Si on regarde bien ici, là, il n'y a pas de trottoir en fait. À mon avis, avant, il y avait certainement une invitation, avant ces travaux-là, il y avait certainement une invitation à changer de trottoir, parce que les piétons ne devaient pas avoir le droit certainement de circuler ici. C'est à 100% sûr. Malgré tout, il est là. Alors si je klaxonne, bah, il peut pas serrer sur le bord, hein, il risque de retomber sur la route, donc ça serait super dangereux de passer à ce moment-là, s'il est sur le bord, parce que s'il tombe, je l'écrase. Donc la meilleure chose à faire ici, c'est d'essayer de changer de voie. Si je ne peux pas le faire tout de suite, si je ne peux pas changer tout de suite de voie parce qu'il y a du monde sur les côtés ou quelqu'un dans mon angle mort, je ralentis de manière à garder mes distances avec lui, donc je ne m'approche pas plus. J'attends que les autres voitures soient passées dans la voie de gauche et ensuite je me déporte pour pouvoir éviter le suraccident. Donc là, c'était réponse B. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. À un test de dépistage d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. À un test de dépistage de stupéfiants. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, eh bien, il faut savoir qu'un jeune conducteur, il est en infraction dès qu'il va dépasser 0,2 grammes par litre de sang. Et donc, il va perdre automatiquement 6 points à apprendre par cœur, parce que ça, vous avez remarqué, vous l'avez souvent dans vos questions. Donc si vous avez même un doute, vous vous rappelez, vous mettez sur la petite fiche, comme je vous conseille dans les astuces, et puis ensuite vous la prenez un petit peu le matin, un petit peu le soir, c'est pas grand chose, et puis c'est comme ça qu'on retient bien. Et ensuite on fait plus d'erreurs. Voilà. Et donc c'est la même chose si vous consommez des stupéfiants aussi. Donc la première année, comme je ne possède que 6 points, bien je n'ai plus de permis. Du coup, mon permis sera annulé. Donc là, c'était réponse A et C. Circulant sur une route mouillée, mon temps de réaction reste inchangé, réponse A, et multiplié par 2, réponse B, et multiplié par 4, réponse C. Qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est entre le moment, parce que nous on regarde, ça c'est notre œil, c'est entre le moment où on a vu quelque chose et entre le moment, et là il va se passer du temps, et entre le moment où on va commencer soit à faire un coup de volant ou appuyer sur la pédale de frein. Voilà. Donc là, c'est le temps qui va se passer entre ce qu'on a vu et ce qu'on va faire. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, ça va rien changer entre ce qu'on a vu et ce qu'on va faire, d'accord? Ça ne va pas influencer votre temps de réaction. Donc là, c'était réponse A. Une bonne position au volant permet d'agir avec rapidité et précision, oui, réponse A, non, réponse B, de retarder l'apparition de la fatigue, oui, réponse C, non, réponse D. C'est en effet très important de bien s'installer au poste de conduite. Pourquoi? Parce que ça permet de voir bien la route sans être gêné par les passagers et les bagages. Parce que si on est installé trop bas, on n'aura pas une bonne vision autour de nous, par exemple. Et ça permet aussi d'agir rapidement et efficacement sur le volant et les pédales, avec plus de précision. Et l'avantage aussi, c'est que ça nous permet de fatiguer moins, d'accord? Parce qu'on est dans une position plus agréable, ça ne tire pas sur les muscles, donc on fatigue moins. Donc c'est réponse A et C. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité sur la clavicule, réponse A, sur le cou, réponse B. Alors, optimal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour que ce soit le mieux possible. Donc, pour la meilleure des efficacités, qu'est-ce que je dois choisir? Eh ben, la ceinture de sécurité, elle doit toujours arriver au niveau de la clavicule ici. Donc, là, dans cette zone-là. Elle doit surtout pas, la ceinture, arriver au niveau du cou. C'est trop dangereux, d'accord? Donc, elle doit être bien plaquée au niveau du bassin, et puis bien remonter le long de la clavicule pour éviter de détériorer les organes au moment d'un accident. Et elle ne doit pas être vrillée non plus. Faites attention parce que des fois vous avez des questions de savoir si la ceinture est bien mise. Regardez bien si elle est vrillée aussi, c'est un élément important. Donc là c'était réponse A. Je n'ai pas pris la bonne sortie. Je reviens sur la chaussée principale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on me dit que j'ai pas pris la bonne sortie qui est ici. J'aurais dû rester dans cette voie-là, dans la chaussée principale. Est-ce que, comme je me suis trompée, est-ce que je peux revenir dans la voie principale? Eh bien non, on ne peut pas pour deux raisons.
La première raison, c'est qu'il y a des voitures qui sont derrière et qui roulent forcément plus vite que moi, hein, puisque moi je dois ralentir pour prendre la sortie. Donc ils vont aller plus vite que moi, donc je vais les gêner. Mais en plus de ça, et ça c'est la raison principale, c'est que quand je vais commencer à m'écarter, je vais franchir cette ligne continue. Et là, c'est interdit de franchir une ligne continue. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas changer de voie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir et je vais essayer de retrouver mon itinéraire pour pouvoir reprendre la bonne direction, mais un peu plus tard, c'est pas grave, il y a toujours d'autres solutions. Ne jamais se mettre en panique. On va peut-être faire 3 km de plus, mais c'est pas bien grave plutôt que de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Donc là, c'était réponse B. À l'intersection annoncée, je tourne à droite. Je devrais m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage? À droite? Réponse C. À gauche? Réponse D. Alors ici, vous voyez, vous avez le panneau céder le passage et avec un panonceau. Celui-ci est important à avoir. On nous annonce un stop. Donc, qui dit stop dit que je devrais m'arrêter. Je vais rencontrer un panneau stop dans 150 mètres. Donc, je devrais m'arrêter. Oui, réponse A. Est-ce que je devrais céder le passage à droite ou à gauche ou les deux? Là, un stop ou un céder le passage. Donc là, en règle générale, la plupart du temps, c'est une intersection comme ça que vous avez. Ok. Ici, là, vous avez le stop. Tac, tac, tac. Le stop, je le dessine très vite parce que avec la bande de stop. Voilà. Il faudra que vous laissiez passer ceux qui sont de ce côté-là et ceux qui sont de ce côté-là. D'accord? Obligatoirement des deux côtés. Donc, c'était réponse C et D. Donc, réponse A, C, D. Rouler à cette allure durant 100 km permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fait perdre environ 14 minutes. Réponse C, 4 minutes. Réponse D. Alors, plus je vais rouler vite, plus ma consommation de carburant va être importante. En plus de ça, plus je vais rouler vite, plus il y aura une résistance à l'air. Et il faut savoir que la consommation de carburant va augmenter plus vite que la vitesse. Donc il y aura beaucoup plus d'écart de consommation de carburant. Si je roule entre 50 et 60 km/h, je vais consommer un petit peu plus, mais pas énormément. Par contre, si je roule à 120 et que je vais accélérer à 130 km/h, là, je vais me mettre à consommer beaucoup plus. Pour vous donner une idée, la consommation, elle est à peu près à 5 litres au 100 quand je roule à 90 km/h. Elle est à peu près à 8 litres au 100 quand je roule à 130 km/h. Donc, rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur une distance de 500 km, par exemple, ça vous permet d'économiser 5 litres de carburant. C'est quand même pas négligeable. Donc là, 1 litre ici, puisque vous parcourez 100 km. Donc, évidemment, c'est intéressant au niveau consommation de carburant. Et je ne vais perdre que 4 minutes. C'est pas énorme, 4 minutes. Donc, réponse A et D. Je m'engage, réponse A, ou j'attends, réponse B. Un piéton, c'est vulnérable, c'est fragile. Donc dans tous les cas, il faut que je pense à passer avec toutes les sécurités possibles. Là, j'ai pas de possibilité de m'écarter. C'est compliqué, la route est étroite, j'ai pas de possibilité. Elles sont à moitié sur la chaussée, hein. Il y en a 2 déjà qui sont sur la chaussée, 2 qui sont arrêtées, qui ont l'air de regarder en l'air, être un petit peu, elle, un peu en arrière. Bref, je ne sais même pas si elle risque de faire un pas en arrière.
parce qu'elle est en train de perdre l'équilibre ou pas, je n'en sais rien. Donc dans le doute, là, il vaut mieux attendre qu'elle dégage, qu'elle aille sur le trottoir pour que moi je puisse m'engager. Donc réponse B. Un blessé présente une hémorragie avec présence d'un corps étranger dans la plaie. Je dois enlever le corps étranger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en cas d'hémorragie, donc une hémorragie, c'est quelqu'un qui perd son sang parce qu'il y a une plaie ouverte. Là, un corps étranger, c'est quelque chose, un petit résidu qui est dans la plaie. Ça peut être un petit bout de verre, par exemple, hein, un petit débris de verre. Surtout, donc il faut surtout pas l'enlever parce que ça va éviter, ça va limiter l'hémorragie. On perdra beaucoup moins de sang parce que ça fait un peu office de bouchon. Et donc là, il faut attendre l'arrivée des secours pour qu'ils s'en occupent. Donc c'était réponse B. Pour conduire dans de meilleures conditions, je peux mettre mes lunettes de soleil. Réponse A. Allumer mes feux. Réponse B. Baisser mon pare-soleil. Réponse C. Le plus important dans la conduite, c'est de pouvoir voir ce qu'il se passe pour pouvoir anticiper et adapter notre allure en conséquence. Si vous voyez pas bien, ça devient dangereux. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas surtout à mettre vos lunettes de soleil et aussi à baisser votre pare-soleil. Allumer les feux, là, ne servira à rien. Ça ne va pas atténuer l'éblouissement que vous avez en face de vous. Donc là, c'était réponse A et C. Une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 75 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. La taille des panneaux, ainsi que les caractères qui sont à l'intérieur, varient en fonction de votre vitesse. Alors avec une acuité visuelle de 10 dixièmes, ça permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération comme celui-ci à 50 mètres. Ce qui veut dire que ça comprend, parce qu'on vous demande pas la vitesse maximale là, on vous demande à quelle distance ça me permet de lire ça. Donc à 25 mètres je peux le lire, parce que c'est en dessous de 50 mètres, et à 50 mètres aussi je peux le lire. Au-dessus c'est trop loin. Donc là c'est réponse A et B. La vitesse est contrôlée sur toute la longueur du chantier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant toute la durée du chantier. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit que cette route elle est en travaux, on le voit grâce au marquage au sol, donc la ligne continue jaune, ainsi que les pointillés jaunes. On voit aussi qu'il y a des panneaux qui sont mis temporairement. Et on nous indique que il y a une zone de radar, contrôlée par un ou plusieurs radars automatiques. Il peut y en avoir plusieurs. Donc ça nous informe aussi que c'est sur toute la longueur du chantier. Donc là, c'était réponse A sur toute la longueur du chantier. Et est-ce que ça va durer toute la durée du chantier? Oui aussi, par la même occasion. Donc là, c'était réponse A et C. J'envisage de dépasser la voiture. Je me rapproche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'éloigne. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, j'envisage de dépasser la voiture, est-ce que je me rapproche? Si je me rapproche, déjà dans un premier temps, je n'aurai plus mes distances de sécurité entre elle et moi. Et en plus de ça, plus je vais me rapprocher, moins j'aurai de visibilité sur ce qui se passe sur les côtés et sur l'avant. D'accord? Donc ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Et ce qui fait que je risque peut-être d'être surpris d'ailleurs si un véhicule arrive sur les côtés, sur l'intersection sur les côtés, je ne le verrai pas. Ou s'il y a un autre véhicule qui arrive en face, ou qui dépasse le véhicule d'en face aussi, qui arrive en face, je ne le verrai pas non plus. Donc ça, je ne m'approche pas. Donc si je m'éloigne, par contre, j'aurai une meilleure visibilité vers l'avant, et en plus de ça, ça me permettra de prendre de l'élan pour pouvoir ensuite, au moment venu, j'accélérerai un petit peu et ça me permettra de prendre de l'élan pour pouvoir effectuer mon dépassement. Donc là, est-ce que je me rapproche? Non, réponse B. Est-ce que je m'éloigne? Oui, réponse C. Après ce panneau, le stationnement est autorisé? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est autorisé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Avec ce panneau, il y a un panonceau ici, là, qu'on voit bien là. Donc ce panonceau, ça nous dit que ce panneau-là ne concerne que les transports de marchandises. Donc il ne nous concerne pas. C'était une interdiction de stationner, mais elle ne nous concerne pas. Ici, on voit des marquages au sol. D'accord? Donc ça nous autorise à nous arrêter et à stationner. Donc là, après ce panneau, le stationnement est autorisé? Oui, réponse A. L'arrêt est autorisé? Oui, réponse C. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur? Oui, réponse A. Non, réponse B. De mettre mes pieds sous mon siège? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le régulateur, ça vous permet sans toucher les pédales de maintenir la vitesse que vous avez pré-réglée, pré-programmée. Donc il n'y a pas besoin de pression sur l'accélérateur. Donc le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Là c'était oui. De mettre mes pieds sous mon siège. Alors ça c'est très dangereux si vous faites ça, parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps pour intervenir sur les pédales en cas de danger. Il faut toujours que vos pieds restent à proximité immédiate de vos pédales. Donc là, c'était réponse D, non. Malgré ma faible allure, je continue à observer autour de moi. Oui, réponse A, non, réponse B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc en effet, on voit qu'il y a beaucoup de circulation. On voit sur mon compteur que je roule à allure lente, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Même si je roule à allure lente, il faut quand même regarder autour de soi. Ça, c'est important. Pourquoi? Pour voir, par exemple, si un véhicule veut changer de voie. Pour voir aussi s'il y a des véhicules d'intervention, comme les pompiers, par exemple, qui veulent passer. Donc il faut que je regarde, par exemple, dans mes rétroviseurs ou autour de moi. Et ici, lorsqu'on regarde dans les rétroviseurs, qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, on aperçoit un motard, là, qui est en train de circuler entre les fils. Alors, vous allez tout de suite me dire, hop, c'est pas autorisé. Bon, alors, dans un premier temps, maintenant, il y a une nouvelle réglementation depuis le 2 août, par décret, c'est seulement autorisé dans 21 départements. En fait, c'est une expérience qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est dans 21 départements, ils ont le droit de circuler entre deux fils. C'est une expérimentation qui est faite.
Ils peuvent passer entre les fils, mais sous certaines conditions. Il faut qu'ils soient sur l'autoroute ou sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, avec au moins 2 voies dans son axe de circulation, d'accord. Et puis, il est tenu d'avertir les autres usagers avant de se faufiler entre les fils. L'espace, évidemment, doit être suffisant pour pouvoir passer ici entre 2 voitures. Et la vitesse du 2 roues, elle doit pas dépasser plus de 30 km/h la vitesse des autres voitures, d'accord? Donc il peut aller un peu plus vite que vous, mais pas dépasser les 30 km/h, et il ne doit pas non plus dépasser les 50 km/h, ok? Alors, c'est pas parce que vous êtes dans un département où il n'a pas le droit de faire de l'interfile que vous n'allez pas serrer votre droite. Entre la sécurité et la réglementation, ça va toujours être, mais j'insiste là-dessus, c'est toujours la sécurité qui prime, d'accord? Ça, là-dessus, sécurité, 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 j'insiste. Donc malgré ma faible allure, je continue à observer autour de moi. Eh bien oui, on a dit pour les motards, pour les véhicules d'intervention, pour si un véhicule veut changer de voie. Est-ce que je reste serré à droite dans ma voie? Oui aussi. Plus on aura de l'espace entre le motard qui va passer et moi, moins il y aura de risque. D'accord? C'est la sécurité qui prime. Donc là, c'était réponse A et C. Circulant avec un taux d'alcoolémie de 0,5 g d'alcool par litre de sang, le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 2, réponse A, 10, réponse B, par 35, réponse C. Donc ceux qui l'ont révisé, je pense que ça va être bon pour vous. Là, quand on a un taux d'alcoolémie qui est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. C'est réponse A. Si vous ne savez pas, pareil, une petite fiche, c'est obligatoire, il faut le savoir. Donc réponse A. Une assurance responsabilité civile est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile? C'est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. À autrui, ça veut dire aux autres, d'accord? Donc, ça répare pas les dommages qu'on a eus nous, ça répare les dommages aux autres. Donc, ça répare en fait tous les dommages qui ont été causés par notre voiture, Donc, ça peut être des dégâts matériels, ça peut être des blessures, ou alors ce qui s'ensuit après les blessures, maladie ou décès même, Donc ça peut coûter très très cher, des sommes très importantes en cas de blessure, et des soins qui sont à vie, par exemple du matériel à assurer à vie, ça peut vous coûter très très cher. Pareil pour le décès, ça peut coûter très cher, parce que souvent vous avez donc une somme à verser, ça peut être une somme à verser par exemple à la femme du décédé et aux enfants. Donc ça peut être énorme. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire d'ailleurs d'avoir une assurance responsabilité civile. Par contre, attention, il y a des exceptions. Certains dommages sont pas couverts par cette responsabilité civile, d'accord? Il s'agit principalement des dommages que vous causez ou que vous causez à vos proches. Il y a aussi des dommages que vous causez intentionnellement. Ça veut dire que vous avez volontairement provoqué un accident. Dans ce cas-là, l'assurance ne prendra pas en charge. Et ne prendra pas non plus en charge les dommages qui sont liés à votre activité professionnelle. Dans ce cas-là, c'est une assurance spéciale. Donc si vous vous retrouvez dans une de ces situations, eh bien, vous devrez personnellement réparer le préjudice. Donc là, c'était réponse A. Il est préférable d'inciter à descendre ces passagers situés aux places arrière, côté rue. Réponse A. Côté trottoir. Réponse B.
Alors, il est toujours conseillé de faire descendre les gens du côté trottoir pour éviter tout risque d'accident ou de faire ralentir la circulation ou de leur faire un coup de volant et qui pourrait heurter le véhicule d'à côté. Bref, c'est une prise de risque toujours de descendre du côté de la route. Donc dès qu'on a la possibilité, c'est côté trottoir. Donc là, c'était réponse B. L'angle de vision est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à l'arrêt, la largeur du champ visuel, il est à peu près de 180 degrés. Hein. C'est-à-dire que là, si on tendait vraiment les bras sur les côtés de notre tête, on voit les deux extrémités de nos mains. Et cette largeur, elle va rétrécir. Plus on va rouler vite, plus elle va rétrécir. Pour vous donner une idée d'ordre un petit peu de grandeur, là, savoir comment ça va évoluer, à 30 km/h, mon champ de vision, il est à peu près de 120 degrés. C'est à peu près ce qu'on peut voir ici, d'accord ? Ensuite, plus on va rouler vite, à 80 km/h par exemple, il va réduire à 60 degrés. Donc 60 degrés, ça fait plus grand chose, hein, ça fait à peu près ça. Et puis ensuite, à 100 km/h, il va réduire à 45 degrés. Donc ce qui veut dire que plus on va aller vite, plus on va louper des indices autour de nous. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc là, la réponse, c'était A et C.